Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la première. Voici les titres de votre journal. Une caisse de solidarité ou encore une hausse des dispositifs Dièse et Diesetti, ce sont en partie les mesures annoncées par Édouard Fritsch pour faire face à la fermeture des frontières aux touristes. Une fermeture des frontières qui est un véritable coup dur pour les professionnels du tourisme de Bora Bora, déjà au bout du rouleau, vous allez les entendre. Et pour aller un peu plus loin, Réginald Haring est avec nous via Messenger. Le patron de Maori Explorer est contraint de fermer ses 3 sociétés à Bora Bora. Bonsoir, Monsieur Haring. À tout de suite. Et puis la maltraitance à l'école, celle faite par les enseignants. Oui, ça existe. Un homme marqué par cette enfance douloureuse lève le voile sur cette réalité. Il a décidé de témoigner. C'est le dossier de notre journal. Et en ces temps de crise, l'agriculture est une perspective qui mobilise les jeunes. La bataille pour l'autonomie alimentaire devient un enjeu sociétal. Nous verrons cela au lycée agricole de Taravao, à Raiatea et à Hao. Et en cette journée mondiale de la vie consacrée, Au cœur du Fénois nous invite à une réflexion sur la vie spirituelle avec frère Xavier Frogier et Vaimatari Losamkeu, un portrait croisé à découvrir en fin de cette édition. La réponse d'Édouard Fritsch n'a pas tardé après l'annonce de la fermeture des frontières aux flux touristiques dès demain. Selon lui, clairement, la fermeture ne saurait excéder 3 mois. Au-delà, la crise économique et le chômage nous tueront. Parmi les mesures fortes qu'il a prises avec ses ministres, une indemnité pour les salariés victimes de licenciements économiques. Le résumé de Brigitte Olivier et Patrick Tsintsing. Si la Covid ne nous tue pas, ce sera la crise économique qui le fera. Une des toutes premières phrases d'Édouard Fritsch pour dire si l'heure est grave. Il convient donc que les finances publiques prennent le relais. Et c'est ainsi que le président annonce l'instauration d'une indemnisation allant de 100 à 300 000 francs pour tous les employés qui auront à subir un licenciement économique. Mais attention, il ne faut pas prononcer les mots « caisse de chômage ». Caisse de solidarité. La caisse de chômage a un autre financement que le financement direct en subvention. Parmi les autres annonces, une hausse du système Dièse et du système Diesetti, une reconduction du CAES, l'aide exceptionnelle de solidarité, et le maintien d'autres mesures existantes. Ensuite, une série de propositions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l'embauche de personnes handicapées, l'extension de la période des soldes, les chèques voyage pour aller dans les îles et la prolongation du salon du tourisme avec un mot d'ordre: consommer local. Et pour les entreprises, une administration bienveillante et compréhensive pour le paiement des impôts. Bonne nouvelle, la Polynésie a dorénavant le matériel qu'il faut pour dépister les variants de la Covid-19, mais la campagne de vaccination est laborieuse et c'est promis, elle va s'améliorer. J'ai rien senti. Dès la semaine prochaine, nous accélérerons très nettement le nombre de centres de possibilités de vaccination en augmentant le nombre de centres de vaccination. Nous avons donc la potentialité de vacciner jusqu'à 5000 personnes par mois à partir de la semaine prochaine. Enfin, une vie normale, ou à peu près, devrait reprendre peu à peu. Pas de reconfinement, une alternative au EIVA, de bonnes nouvelles sous peu pour les sportifs, des mesures annoncées hors la présence du haut-commissaire, mais non, il n'y a pas d'eau dans le gaz entre le pays et l'État. Il s'agit ici de mesures qui sont prises par le territoire et qui sont des compétences du pays. Donc effectivement, là je suis majeur, vacciné, et je peux prendre des mesures que je souhaite. Et maintenant, l'addition. Gaston Tong-Song a répondu ce matin: qui décide paye, sous-entendu l'État, et la formule plaît au président du pays. J'aime bien, mais et j'ai envie de dire comme lui, j'ai confiance que la solidarité de l'État va fonctionner. Bien sûr, parce qu'effectivement, des discussions que nous avons et avec le haut-commissaire et avec le ministère de l'Outre-mer, ils sont bien conscients des difficultés qui sont créées par de telles décisions. En résumé, la zone de turbulence s'éternise et elle est forte, et l'argent est une fois de plus le nerf de la guerre. Quant au couvre-feu, vous l'aurez compris, il se poursuit encore comme prévu jusqu'au 15 février. Et les entreprises touristiques de la perle du Pacifique ne sauraient résister plus longtemps. À Bora Bora comme à Taha'a, la mesure est loin de favoriser l'investissement des entreprises à long terme. Rohan Potoru sur les images de nos correspondants des îles.
À Bora Bora, le secteur du tourisme est au plus bas. Pour cette société de location de quad, on essaye de sortir la tête de l'eau, malgré un manque à gagner qui perdure depuis plusieurs mois. J'ai quand même pris un coup quand même. Hein? Mais donc là, actuellement, voilà, je me dis qu'il ne faut pas baisser les bras. Et donc je prépare une nouvelle stratégie afin de pouvoir attirer davantage de locaux, afin de pouvoir essayer de survivre à cette crise que nous subissons tous. Hein? Sur l'île de Taha, c'est le même scénario. La plupart des hôtels ont fermé par manque de fréquentation touristique, sauf l'hôtel Wahine Island qui fait encore de la résistance. 2020 a été une année complexe où nous avons perdu plus de la moitié de notre clientèle, mais aussi de notre effectif. Ensemble, nous voulons encore y croire et ne pas baisser les bras. C'est en rassemblant le meilleur de chacun de nous ici que nous cherchons des solutions pour offrir de nouvelles expériences à notre clientèle, qu'elle soit locale ou internationale. Avec cette fermeture aux frontières prévue sur 2 mois, les sociétés à vocation touristique en Polynésie risquent encore de subir des pertes. Le président du pays se veut rassurant. Des dispositifs d'accompagnement supplémentaires ont été engagés pour éviter justement une crise économique et sociale majeure au Fénouan. Reginald Haring, merci d'être avec nous. Vous êtes patron de 5 petites entreprises sur Orea et Bora Bora. Vous avez tout investi dans le tourisme. Concrètement, qu'est-ce que vous attendiez des mesures faites par le président aujourd'hui? Êtes-vous satisfait? Tout d'abord, la Polynésie, bonsoir. Hein. Tout d'abord, pour moi, la santé passe avant tout. Donc, on attendait beaucoup de ce discours du président. Nous, en tant que patron de petites entreprises, on n'est pas très satisfaits. Pour nos employés, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Ils ont doublé le dièse. Donc les salariés vont toucher le double de ce qu'ils touchaient aujourd'hui. Ils sont donc 180 000 francs par mois. Je pense que peut-être le gouvernement aurait dû peut-être faire quand même travailler sur le quart du mois les employés. Bon, ceci dit, tant mieux pour les employés. Par contre, pour nous, ce qu'on attendait de la part du président, c'était pas de pénalité sur les taxes et impôts. C'est de complètement annuler les taxes et impôts pour 2020-2021. Car les petites entreprises comme nous subissons beaucoup en ce moment. Il n'y a presque pas d'entrée d'argent. Sur Bora Bora, pas du tout. Heureusement qu'à Montréal, nous avons les locaux de Tahiti qui viennent. Ça représente à peu près un chiffre d'affaires entre 15 à 20%. Mais sinon, tant qu'il n'y a pas d'entrée d'argent, c'est dur de sortir de l'argent. Donc moi, j'attendais que le président annulait complètement les impôts, les taxes et les patents pour l'année 2020 et l'année 2021. Et je demande encore au président de revenir sur cette discussion, car c'est important pour nous, les patrons. Et s'il n'y a pas de petites entreprises demain, je pense qu'il n'y aura pas d'embauche de salariés au moment de la réouverture du siège. Alors, vous allez rencontrer justement vos salariés de Bora Bora demain pour leur annoncer la fermeture de vos sociétés. Donc, que vont-ils devenir? Sur moi, c'est une fermeture partielle. Hein. Je peux encore tenir, c'est le temps que les touristes reviennent. Donc, ils vont devoir donc, se contenter du dièse et jusqu'à que les touristes vont revenir sur Bora Bora pour qu'ils reviennent à leur travail. Donc, moi, je soutiens beaucoup mes employés. Mes employés, c'est comme ma famille. Hein, et je suis content pour eux, pour le dièse. Mais sauf que nous, les patrons, on attendait plus que de ce discours d'aujourd'hui. Et je demande encore au président de revenir et aussi de discuter, de venir discuter avec nous. Vous devez savoir que les petites entreprises polynésiennes n'est pas très fort dans le. On n'est pas allié vraiment dans les structures de patronat. Nous, on est dans notre coin et on aimerait bien rencontrer le gouvernement.
Merci beaucoup, Réginald, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On retiendra donc que vous souhaitez l'annulation des taxes des charges sur 2020 et 2021. Maruru. Voilà. Merci. Où en est donc le tourisme sur l'île de Maupiti? Vous en saurez plus demain. Le Tavana Wollingson Rofo Ore sera l'invité café de votre matinale radio. Et en attendant, l'objectif est de faire baisser le nombre de malades touchés par la Covid en Polynésie. On déplore un nouveau mort et 20 cas supplémentaires en 24 heures. 28 patients sont toujours hospitalisés, dont 13 en réanimation. La campagne de vaccination semble bien lancée, avec à ce jour 2282 personnes ayant reçu leur première dose d'injection. Voilà pour clore ce chapitre santé. Parlons maintenant de violences scolaires, non pas des mauvais traitements que certains enfants font subir aux autres, mais du fait des enseignants eux-mêmes. Des claques, des oreilles, des cheveux tirés, des mots comme « tu es nul » répétés tous les jours. Celui que nous allons appeler Teva l'a vécu et a été profondément traumatisé. Il est en colère. Il brise aujourd'hui le mur du silence en espérant que d'autres feront de même. C'est un dossier signé Caroline Fari et Mirko Vanfou. En 1986, Teva a 4 ans. Ses premiers pas à l'école maternelle et primaire de Hao commencent mal. Il est maltraité jusqu'au CM2. Pour les filles, on tirait les cheveux. Pour les garçons, on nous pinçait les oreilles jusqu'au point de percer. Douloureux. Je sais pas le mot, c'est pas le mot. Le mot est trop léger, plus douloureux. C'est plus que ça. Ouais. Et qu'est-ce qui te pousse à parler aujourd'hui? C'est parce que j'ai vu le reportage. Et j'ai dit merci à tout le monde, et aux élèves et aux parents. J'ai dit merci. Parce que vous avez fait tomber, M. Rawino. M. Rawino, vous avez fait tomber, voilà. Lui, il a été aussi à Hao. Oui, c'est vrai, il a été à Hao. Il a tabassé même mes sœurs aussi. Violence, humiliation, intimidation, un calvaire que l'enfant a du mal à exprimer dans un contexte familial strict et qui pose la question de la violence dans l'éducation. Un modèle archaïque aux conséquences désastreuses. Quand un enfant est humilié devant ses copains par humiliant, il peut y avoir l'acte physique ou la violence verbale. Cette humiliation, elle reste en mémoire. Et un jour, elle va ressortir d'une façon gratuite, on pourrait dire, lors d'un incident, lors d'une alcoolisation, lors d'une prise de drogue, et se déverser sur quelqu'un qui devient une victime, otage de cette violence qui a été intégrée. En l'absence de plainte au pénal, une enquête administrative est lancée aujourd'hui par le ministère de tutelle pour retrouver toute trace de signalement. La ministre espère aussi rencontrer la victime. Quand les faits sont avérés pour un enseignant ou d'ailleurs pour tout autre personnel de l'éducation, parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui peuvent être concernés, il y a une procédure disciplinaire qui est mise en place. Et à partir de cette procédure disciplinaire, il y a un certain niveau de sanctions qui peuvent aller du blâme jusqu'à la révocation. Et quand vous regardez l'historique, il y a déjà eu des révocations de professeurs des écoles, d'enseignants ou d'autres personnels d'éducation pour faits graves. Pour éviter que ces abus de pouvoir ne se reproduisent, Teva, qui a publié son témoignage sur les réseaux sociaux, invite parents et élèves à oser parler. Il faut se lever, les parents, voilà, pour nos enfants plus tard. C'est aujourd'hui qu'il faut se battre. Plus tard, on soit érodé ce système véreux-là, pourri comme ils sont là aujourd'hui de l'établissement. Parler car les souvenirs persistent. À 40 ans, Teva est aujourd'hui en suivi psychologique. Voilà, en espérant que d'autres sortiront de leur silence. Et en justice, 9 prévenus, dont 7 membres d'une même famille, comparaissaient ce matin en correctionnel pour homicide involontaire par négligence. La justice leur reproche de ne pas avoir apporté les soins nécessaires à un bébé de 16 mois, soigné avec du Rautriti, alors que son état nécessitait des antibiotiques. Un bébé de 16 mois donc, décédé après 3 jours d'agonie. La procureure, qui estimait qu'elle pouvait être sauvée, a requis une peine d'1 an de prison avec sursis pour les 2 principaux prévenus, son arrière-grand-mère et le guérisseur. Le délibéré est attendu mardi prochain. Je vous le disais en titre, l'agriculture jadis boudée par les jeunes retrouve des couleurs. De nombreux porteurs de projets se font connaître et les écoles de formation trouvent un public. La bataille pour l'autonomie alimentaire mobilise, ici à Tahiti, mais aussi dans les archipels. Tour d'horizon avec Stéphane Ratino, Jérôme Lee et nos correspondants. C'est une reconquête, pareil à un pays que l'on aurait déserté, un peu oublié. Le geste de ses mains est l'histoire de l'humanité, plantée,
ressemer. Un cycle de vie dont la modernité a effacé jusqu'à l'évidence parfois. Ces élèves de la MFR d'AO récupèrent les techniques, les anciennes, les nouvelles, comme un nouveau langage. En stage, ils veulent à tout prix se lancer là-dedans parce qu'ils savent que c'est de l'avenir le Fapou. Et puis, ils vont gagner un peu d'argent avec ça. Parce qu'ici, avec les années CEP, par exemple, beaucoup ont délaissé un peu les choses de la terre. Ah ça, je ne dis pas le contraire. On était les enfants gâtés du CEP et puis il y a eu du laisser-aller. Pourquoi est-ce que vous suivez cette formation? C'est pour nous plus tard, quand on aurait besoin de quelque chose, on a dans la tête. Voilà. Et un diplôme. Ouais. Et plus tard, vous voulez vous lancer dans l'agriculture? Voilà. Le pays a décrété la bataille de l'autonomie alimentaire. Les formations se multiplient. Le lycée agricole protestant de Tarabao est à la pointe de cet enjeu sociétal. Ici, les jeunes gens viennent d'un peu partout, parfois sans bagage technique. Ils se réapproprient les gestes perdus. Une réalité cruciale, les cartes du commerce mondial changent. Je pense que le coronavirus a fait beaucoup de dégâts dans nos vies actuelles et notamment dans tout ce qui est en matière de dépendance alimentaire. Et donc les jeunes sont encouragés soit par les parents, soit parce qu'ils vivent, à se rapprocher de tout ce qui est alimentaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires d'une part, et deuxièmement à leurs besoins économiques, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui concerne l'agricole devient primordial en 2021. À la sortie du lycée, 90% des élèves ont tout de suite un emploi. À Rayatea, c'est en famille que la transmission s'opère. Le fils diplômé en gestion s'initie à la production agricole, un chemin possible pour une trajectoire professionnelle. C'est vraiment un plus pour moi, pour avoir ce savoir-faire qui est transmis par mes parents. J'ai plutôt grandi dans le Fapou avec mes grands-parents aussi. J'ai appris beaucoup de choses et ainsi, comme il dit, il faut suivre pour avoir de l'argent. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. L'économie primaire connaît un regain d'intérêt. Le premier étage de l'autonomie alimentaire, la formation, ne manque pas de volontaires. D'un geste, la jeunesse est prête à lancer les filets vers l'avenir. Et pour aider les futurs chefs d'entreprise de Nukuhiva dans l'archipel des Marquises, l'association ADI, via la rencontre des entrepreneurs de l'île, la conseillère de Nukuhiva a été à Taiohae, le village principal où une quinzaine de personnes l'attendaient. Elle les accompagne à travers donc des microcrédits. Elle nous l'explique au micro de Marie Curva. On a invité certains de nos clients qu'on a financés dans le secteur primaire, mais aussi dans le secteur secondaire, tels que la pêche, l'artisanat, mais aussi la restauration, qui ont eux aussi invité des amis ou de la famille qui sont venus nous rencontrer plus pour se renseigner, s'informer sur ce qu'on propose par rapport aux futurs projets qu'ils auront peut-être à mettre en place. Voilà, et demain donc la jeune femme se rendra dans les villages de Hatiheu et Taipivai. Une fois n'est pas coutume, Au cœur du Fénois s'intéresse ce soir aux personnes qui ont trouvé leur vocation dans la parole de Dieu. En cette journée mondiale de la vie consacrée, plein phare sur deux Polynésiens qui ont répondu à l'appel de Dieu. Frère Xavier Frogier et Vaimatari Losamkeu nous ouvrent leur cœur. C'est un portrait croisé signé Nicolas Suir, Patrick Tsinsing et Hiro Terurutua. Il y a 26 ans, frère Xavier était à leur place, simple pensionnaire du foyer des îles. 3 frères géraient l'établissement. Ils l'ont influencé par leur exemple. Xavier Frogier a rejoint la fraternité à l'âge de 21 ans. Cette ambiance m'a vraiment aidé dans ma recherche de ma voie, de ma vocation. Et voir aussi les frères parmi nous m'a interpellé, m'a amené une inquiétude, comme on pourrait dire, inquiétude vocationnelle. Et cette inquiétude s'est dissipée au fur et à mesure des années. Autre lieu de recueillement, le foyer de discernement vocationnel. La directrice, Vaimatari, a hésité 9 ans avant de se décider à consacrer sa vie à Dieu. Elle avoue qu'auparavant, elle s'imaginait épouse et mère. Rien ne laissait présager que cette professeure d'anglais rentrerait dans les ordres. Marie, je te confie également notre foyer. Continue aussi d'accompagner celles qui pensent à la vie religieuse. Autant j'ai su ce que ce pouvait être d'aimer un homme,
autant je me suis dit, ce que le Seigneur me propose est plus fort et plus beau encore. Pour moi, le signe, ça a été vraiment cette joie intérieure de se savoir aimer d'un Dieu qui a tout donné pour moi. Et ça me paraissait presque naturel de pouvoir être avec ce Dieu. Outre la charge administrative du foyer, frère Xavier se tient à la disposition des jeunes hommes de son établissement. Quelques-uns lui posent parfois quelques questions concernant sa vocation. Comment est-ce qu'il lui est arrivé de devenir frère? Est-ce qu'il a senti quelque chose? Parce que je voulais aussi d'un côté confirmer un peu moi de mon côté. Ce que je le sentais, c'était pas juste de l'imagination, tout ça. La plupart des jeunes s'entretiennent avec lui pour leurs études ou pour des problèmes personnels. Tous trouvent du réconfort auprès de son oreille attentive et ils disent de lui: Tu nous accueilles non pas parce que nous sommes mal habillés, nous avons un mauvais langage, nous avons une mauvaise éducation. Tu nous accueilles parce que dans notre intention, pour venir te voir, c'est chercher la vérité, donc chercher l'amour, chercher une personne qui écoute et qui essaye de nous faire sortir de nos petits problèmes. Trouver sa voie et être utile, tel est le but de chacun dans la vie. Comme frère Xavier, Vaimatari se dit aujourd'hui comblée. Elle ne regrette absolument pas son changement de vie. J'enseigne plus l'anglais, mais j'enseigne la catéchèse, je donne des formations, voilà. Donc j'ai toujours cette joie d'enseigner, de pouvoir donner aux autres ce que j'ai reçu. Avec un petit plus ? Un petit plus, le petit plus, qui est le plus, c'est de pouvoir donner cette vie un peu spirituelle, cette relation avec le Christ. Avec le Seigneur, frère Xavier et Vaimatari cheminent dans la vie, dans la plénitude spirituelle et dans la joie quotidienne. Leur foi incite parfois certains jeunes à suivre leur exemple. Voilà, et sachez que l'engagement connaît un sérieux ralentissement des vocations. L'archidiocèse compte 56 clergés réguliers contre 83 il y a 10 ans. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Une caisse de solidarité pour licenciement économique ou encore une hausse des dispositifs Dièse et Diesetti. Ce sont donc en partie les mesures annoncées par Edouard Fritsch pour faire face à la fermeture des frontières au flux touristique. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. À suivre 2 épisodes de votre série SWAT. Nous allons refermer donc ce journal sur des images annonçant le nouvel an chinois. Elles sont signées Brigitte Olivier. Belle nuit, c'est la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet